Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, dégustation de whisky. Ben oui, ça s'en vient. On a goûté plein de gin, plein de vodka. On commence des rhums tranquillement. Puis là, les whiskies commencent à faire leur belle apparition. Et puis, pour vous aider dans la dégustation, pour nous en parler aussi, aujourd'hui, je suis avec Gizmo Sirois, qui est ambassadeur des produits Circa. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Bonjour Gizmo. Salut Patrick. Merci beaucoup de m'accueillir. J'ai au bas mot à peu près 479 bouteilles juste de whisky. Puis parce que, bon, moi, j'étais consultant il y a très longtemps. Je suis 32 ans barman, propriétaire de bar. J'ai commencé à consulter un peu, par la bande avec les acheteurs de la SAQ qui m'ont découvert aussi par hasard dans un petit bar à Montréal où je faisais des dégustations de whisky. Je faisais des pairages avec des bières et des whiskies. Quand j'étais rentré dans ce bar-là, au début, ils avaient 2 whiskies. Quand j'ai quitté cet établissement-là, 5 ans plus tard, ils étaient rendus à 108 whiskies. Moi, je me faisais un plaisir de faire découvrir ça aux clients. Et dans ma clientèle, il y avait des acheteurs de la SAQ qui venaient peut-être juste prendre un petit 5 à 7 entre amis après leur journée de travail. Et puis, tranquillement, on s'est liés d'amitié. Puis, j'ai su par après qu'ils étaient des acheteurs de la SAQ. Ça. Et donc, c'est ça, je leur conseillais des bons whiskies à acheter pour le Québec. Des whiskies qui, je dois l'avouer, à ce moment-là, se détaillaient autour de 58, 68 $ et qui sont maintenant des whiskies à 100 $, 94 $, parce qu'ils ont gagné en popularité pour la clientèle. Fait que ça, c'était bien le fun. Fait que ma passion, moi, en tant qu'Irlandais, maman irlandaise, en tant Canadien-Français, c'est le whisky. Ça me coule dans les veines depuis tout le temps. Mais comme barman, comme mixologue et comme ancien professeur, travailleur de rue, je tripe à parler, à échanger avec les gens. Fait que ma passion m'a amené à voyager, à avoir le privilège de rencontrer des dictateurs partout dans le monde. Puis là, aujourd'hui, j'ai choisi, depuis peu, en revenant au Québec, de me joindre à, selon moi, les pionniers de la distillerie québécoise du grain à la bouteille. On parle de 100% québécois. Tout est fait ici, ce qui est malheureusement pas toujours le cas de tous les spiritueux au Québec. Ça, c'est un autre discours complètement. Moi, ce que je veux, c'est démocratiser le cocktail, démocratiser le plaisir de boire, puis aussi, surtout, je te dirais, éduquer les consommateurs, mais pas dans le sens éduquer de façon prétentieuse, là, comme moi, je sais tout. C'est beaucoup plus que les consommateurs soient au courant de ce qu'ils achètent. Pourquoi ils payent? Qu'est-ce qu'ils encouragent? Parce qu'il n'y a pas de mauvais produits. Puis, il n'y a surtout pas de producteurs, peu importe le produit qui est fait dans le monde, qui ne l'ont pas fait avec passion. Ça part tout le temps d'une passion quand on se drive dans une business. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi depuis même pas un mois là, de me joindre à l'équipe Circa, malgré les offres que j'avais de plusieurs autres compagnies. J'ai choisi Circa et je ne le regrette absolument pas parce que là, ce que tu vas goûter tout à l'heure et que j'espère que les auditeurs, les gens qui te suivent sur ton podcast vont goûter aussi, ça va être, selon moi, en ce moment, le meilleur whisky qui nous provient du Québec et de loin. Puis, voilà. Circa, c'est pas juste du whisky. Isabelle, elle a travaillé aussi une vodka, des gins. Oui. Ça, on en a parlé dans l'autre entrevue avec Isabelle. Là, aujourd'hui, on va rentrer en profondeur dans les whiskies. À date, il y en a 3 en vente. Et puis, M. Circa, c'est ça, ce qu'il a décidé, c'est de les nommer par numéro de batch. Mais premier, le relâchement, mettons. Deuxième. C'est ça. C'est parce que tu vois, en fait, Paul, lorsqu'il a fondé ça, c'est quand même un coup de tête. Il faut opiner du chapeau au courage de Paul à 58 ans de partir une distillerie. C'est un projet qui était... Il tripait trop là-dessus. Il ne voulait pas passer à côté de l'expérience de vivre ça et de le partager. Mais il était conscient que c'était un long shot, comme on parle en business. C'est que faire un whisky, c'est minimum 3 ans. C'est minimum. Pour avoir l'appellation de whisky canadien, c'est minimum 3 ans dans une barrique. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que faire du whisky, ça demande de la patience.
il faut tellement être pointilleux sur plein de petits détails. On peut facilement se planter, on peut facilement être attiré d'ajouter des trucs comme des colorants ou des arômes parce qu'on n'a pas tout à fait obtenu ce qu'on voulait et tout ça. Et ça, ben, la personne qui va en pâtir le plus en bout de ligne, c'est le consommateur qui est un fan fini de whisky. Ceci dit, ça fait des beaux produits aussi, mais là, Paul, lui, il a pris une chance. Puis c'est pas parce que ça fait 3 ans que ton whisky est prêt, mais il a travaillé, il a ressorti des produits, on a refiltré, on a retravaillé tout ça. Puis on a des barriques, nous autres, qui vieillissent steady. La question que les gens demandent tout le temps, que tu vas peut-être me demander, fait que je vais y aller de l'avant un peu, c'est gardez-vous un peu de whisky pour le faire vieillir plus vieux, comme on s'attend souvent dans les compagnies qu'on va acheter les whisky qui proviennent d'Irlande, d'Écosse ou même du Japon maintenant. En fait, c'est que la mention d'âge, on la considère à tort comme garante de qualité. Alors que c'est pas du tout ça, d'accord? L'âge va jouer sur les enzymes de bois qui viennent réagir avec la densité du grain, du liquide, qu'est-ce qui s'évapore, les fruits, qu'est-ce qu'on avait mis dans le baril avant, qui vont jouer sur l'aromatisation du whisky et tout et tout. Mais c'est pas nécessairement, c'est de la chimie, hein? C'est du travail j'aime dire, c'est du travail de moine, on goûte des parts par million et tout ça, et on assemble tout ça pour faire des beaux produits. Moi, j'ai travaillé, pour les gens qui s'intéressent beaucoup à ça, j'ai travaillé étroitement avec Jameson Whisky en Irlande, toute la famille, tout le groupe Chivas Brothers. J'ai travaillé avec Aberlour, j'ai travaillé avec The Glenlivet, j'ai travaillé avec Strathisla, j'ai travaillé avec Scapa. C'est toutes des belles compagnies de whisky qui existent depuis très longtemps. Et ça, c'est sans compter tous mes échanges aussi vraiment familiers avec des producteurs comme Lagavulin, Laphroaig, Jim Beam dans les Bourbons, Basil Hayden, Bowmore, Glenn Farkless. Vraiment, on peut dire que je m'y connais, dans le sens que c'est mon dada. Puis ma job à ça, c'est cool parce que c'est de partager mon dada. C'est vraiment cool. Fait que pour revenir au whisky Circa, on est encore dans des produits qui sont jeunes, assurément, parce que Circa, la distillerie en soi, va fêter son 6e anniversaire. Et puis, ben, la production du whisky, elle s'est faite du début. Mais par contre, en connaissance de cause, en sachant qu'on ne pouvait pas ni commercialiser ni rentabiliser le projet de la distillerie avec le whisky immédiatement. C'est pourquoi en ce moment, vous avez une grande recrudescence de fabrication de vodka et de gin, qui sont des produits qui demandent tout autant d'attention, je dirais, mais moins de temps. Et donc, on peut donc commercialiser nos produits plus rapidement, rentabiliser notre entreprise et s'assurer que la dormance de nos beaux whisky s'en va dans le bon sens, puis on n'est pas pressé à les lancer. Parce que c'est arrivé dans le passé, des compagnies jeunes qui lançaient des whiskies trop jeunes, et c'était râpeux, c'était agressant et tout ça. Donc, voilà. Donc, ben, on a 3 whiskies relâchés pour l'instant par Paul. Le numéro 1, c'est quoi sa composition? Parce que chacun a des céréales différentes, quelque chose de différent. Tu veux-tu nous en parler? Oui, ben en fait, chez Circa, nous, ce qu'on voulait, c'était redonner, entre autres, les lettres de noblesse au whisky canadien. Le whisky canadien, par appellation dans le monde, sans être une appellation officielle, lorsqu'on réfère à un rye, pas mal partout dans le monde, c'est souvent qu'on parle d'un whisky canadien. Malheureusement, il y a eu une déformation, déformation normale suite à l'économie, la production du grain, tout ça. Et les rye sont devenus beaucoup plus maïsés, un peu plus comme les whiskies américains ou un bourbon, par exemple, où on va faire, mettons, la mention d'un bourbon, c'est minimum 51% de grains de maïs. Et ce qu'il faut savoir du maïs, c'est que c'est la céréale la plus sucrée. En Amérique du Nord, on va avoir une des plus grandes qualités de maïs au monde, ce qui dégage donc plus d'amidon. L'amidon, c'est un sucre, évidemment, mais ça ne va pas nécessairement sucrer le whisky autant que ça va le densifier. On va vraiment sentir une texture. Et là, je vais peut-être en choquer certains,
Mais je pense que quand on parle à des consommateurs de whisky, il faut comprendre que le whisky, les céréales du whisky, et ça, c'est mon humble avis, encore là, c'est pas la science infuse, mais moi, lorsque je l'explique aux gens, je me suis rendu compte au fil des années que d'un point de vue pédagogique, ça interpelle les sens, ce que je m'apprête à vous dire, c'est que les céréales vont agir à différents endroits plus spécifiques sur le palais, comme le feraient différents cépages de vin. Alors que je ne prétends pas être un sommelier, loin de là, j'ai acquis aussi des connaissances un peu en vin, et donc je sais que si je prends par exemple un Cahors ou si je prends un Madiran de Gascogne, j'ai des vins qui sont extrêmement, il y a beaucoup de tanins, il y a beaucoup de caractère et ça vient s'installer ici, là. Il y a un assèchement et tout ça. Tandis qu'un Bordeaux ou un Pinot, là, on va avoir, je ne sais pas, là, je nomme des cépages au hasard, là, mais bref, on sent un peu. On peut quand même identifier l'action qui passe sur notre palais. Ça se passe pareil pour les céréales de whisky. Alors, les céréales principales qu'on va trouver dans le monde, évidemment, c'est l'orge, qui est principalement utilisé par les Écossais, les Irlandais. L'orge, le barley en anglais, c'est souvent ce qu'on va appeler un single malt. D'accord? C'est qu'on travaille à partir de l'orge uniquement, la seule céréale, et on va faire uniquement cette céréale-là dans une distillerie. Donc, Glenfiddich et Glenlivet, en fait, qui étaient les premiers à ramener le single malting, alors qu'à l'époque, en Écosse, on faisait des blends de différents distillateurs et tout ça. Maintenant, on a évidemment aussi le maïs, évidemment, qui est là pour son caractère, le seigle, qu'on appelle le rye, qui, voyons-le un peu comme la céréale, un petit peu plus rock and roll. Elle va pousser dans un sol qui est peut-être moins exigeant. Par contre, elle est exigeante à distiller. Le seigle peut être plus fragile des fois lors de la distillation. Et finalement, on peut y avoir du blé. Bon, le blé, c'est une céréale qui est très asséchante. Souvent, dans le monde des vodkas, particulièrement les vodkas européennes, on va travailler avec le wheat qui est vraiment asséchant. C'est ce qui va nous pincer un peu. Fait que là, je vous l'ai vulgarisé beaucoup, mais le maïs, dessus du palais, selon moi, le seigle vient s'installer plus à l'intérieur et l'émane. Il va caresser, il va descendre moins agressivement, il va nous faire saliver un peu. L'orge, c'est asséchant à l'arrière, mais la paroi de la langue va être vraiment active. On salive beaucoup avec de l'orge. Le meilleur exemple, un shooter de Jack Daniels, c'est 88 je pense, de maïs. Et ça colle en haut. Pourtant, c'est une seule distillation. Alors que si on prend un Jameson, qui est de l'orge, mais une triple distillation, donc on a vraiment épuré notre liquide. On veut avoir des arômes plus mielleux, plus faciles, mais ça va quand même assécher ici. Puis comme je dis à tout le monde, c'est sûr que si tu prends beaucoup de un ou de l'autre, tu finis par t'ennuyer de ta mère. C'est sûr. Mais oui, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est circa le premier, c'est un 100% fake. D'accord. Mais ce qu'on a voulu faire, malgré le numéro 1 n'existe plus en ce moment. Il n'est plus disponible. Puis beaucoup de monde nous disait pourquoi vous ne gardez pas les whiskies pour les faire vieillir longtemps? Parce que nous, on est dans la mentalité en ce moment où si on considère qu'il est prêt, on va le vendre. Ceci dit, nous avons opté pour faire une technique qui est plus un peu empruntée au monde du rhum. Peut-être que certains vont connaître ça. Il y a Glenlivet qui l'avait fait aussi. C'est la technique Solera. D'accord? Donc, le Solera, c'est qu'on va faire un barrique qui va faire son minimum de 3 ans, 4 ans, 5 ans ou 6 ans. D'accord? Et ensuite, on va principalement prendre la majeure partie de ça pour la consommation, mais on peut en garder un petit peu. Puis, on va en ajouter comme ça sur un système pyramidal où les whiskies vont s'ajouter, de 6 ans à 23 ans pour gagner des capacités, des volumes plus grands pour embouteiller. Et donc, on appelle ça la technique Solera. Donc, ils vont vieillir, mais en étapes. Fait qu'on aime bien penser dans le monde du Solera, l'approche Solera, c'est que les plus jeunes whisky vont apprendre des plus vieux whisky dans un baril, comment goûter, comment se tenir. Et donc, c'est ça, la technique Solera. Donc, moi, je pense que c'est principalement pour une jeune distillerie comme nous de commencer cette approche-là. Mais certainement qu'on a des petites cachettes, c'est sûr. On a des petits secrets. Oui, on travaille. L'autre question qu'on me demande souvent, c'est est-ce que vous allez faire un single malt ou d'orge? Vraiment à la manière des Écossais et des Irlandais. Et oui, c'est quelque chose qu'on travaille. Et non,
Il est absolument pas prêt selon nos goûts. Je lui ai goûté. Ça, c'est le plaisir où je travaille en distillerie. C'est que tu vas goûter des trucs à chaque année. Puis Isabelle, ma dictatrice avec Paul, sont vraiment pointillés. Ils échangent longtemps. Ils s'ostinent. C'est pour ça que chez Circa, on ne sort pas n'importe quoi et surtout pas trop vite. Donc, ça assure une qualité de nos produits. Et ça, autant dans la vodka, dans toute la gamme de nos spiritueux. Puis, bon, c'est ça. C'est des gros fans de tradition, d'histoire. Et c'est tout ça qu'on véhicule chez Circa. Puis moi, ben, comme ancien prof d'histoire, puis le gars qui a parti les quiz night d'un bar à Montréal, puis ben, je me dis, ça me parle, cette compagnie-là. Fait que, ouais, c'est ça. On est à 100% seigle pour le 1 et le 3. Tandis que le 2, lui, va se démarquer en étant 100% maïs. Évidemment, les arômes vont être retravaillés après selon les embarrassements. Okay? Mais pour le 1, qui malheureusement en ce moment n'est plus disponible, c'était un 3 ans d'âge, 100% seigle, donc une céréale qui est plus épicée, comme je vous disais, qui vient s'installer à l'intérieur et qui va émaner. Mais on a utilisé un Simpson, en fait, qui est un 7% dans notre maltage, qui est un 7% de seigle extra malté. Ils appellent le Simpson German Chocolate. Okay? C'est qu'il va arrondir. Fait que nous, ce qu'on voulait faire, ce que Paul voulait faire, Isabelle voulait faire, c'était on voulait convaincre les fans finis de whisky qu'on savait ce qu'on faisait un excellent whisky, mais de plus, on voulait y mettre une petite attache agréable pour le palais de quelqu'un qui veut encourager le local, qui veut suivre la lancée mondiale du whisky et particulièrement le whisky québécois, mais en ne choquant pas trop son palais, en lui donnant des arômes, des repères. Et donc, ça donne au nez des goûts chocolatés, des notes chocolatées. Mais on ne parle pas de sucre, on parle plus des épices du cacao. Et en rétro-olfaction, quand on respire après une gorgée, ce qui remonte fabuleusement, c'est des notes de café. Mais celles-ci ne sont encore une fois pas dans l'acidité du choc thermique du grain de café quand on se fait un café à la maison. Beaucoup plus l'arôme, le parfum délicat du café, le côté plus envoûtant. Je connais beaucoup de monde qui boivent pas de café dans la vie, mais qui sont tout autant envoûtés par l'arôme. Et j'en fais partie, je ne bois même pas un café par mois. Mais j'adore le nez de ça. C'est juste pas une habitude quotidienne que j'ai prise de boire un café. Mais c'est ce qu'on voulait mettre dans le 1. Mais tu pourras te consoler parce que le 3, c'est essentiellement la batch 1 qu'on a fait vieillir plus longtemps dans une barrique de Sherry Oloroso. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Sherry Oloroso, c'est une liqueur de cerise, un champagne de cerise qui nous provient d'Espagne. Et donc, on a, en travaillant dans le bois qui est carbonisé, nous, ce qu'on fait, c'est le premier séjour, c'est un baril neuf de chêne qui est carbonisé au niveau 3. Donc, on brûle l'intérieur et ça agit non seulement comme un filtre, mais aussi, c'est que ton bois, lorsqu'il fait chaud, ton bois va s'épandre, il va respirer et ton liquide va rentrer plus profondément dans ta latte. Mais quand les températures baissent, et vous savez évidemment qu'au Québec, on a des climats qui sont changeants d'un bout à l'autre, le bois se recontracte, relançant le whisky à travers cette bande de bois qui est carbonisée. Et on travaille le cycle de vieillissement comme ça et la filtration du produit. Aussi, dans un vieillissement, il y a ce qu'on appelle la part des anges. Donc, l'alcool va s'évaporer. La meilleure façon d'expliquer ça, lorsqu'on roule l'été sur l'autoroute et qu'il fait très chaud et qu'on a cette espèce d'effet d'oasis qui flotte au-dessus de la route, c'est un peu similaire à ça, mais au-dessus des barils. Et c'est hyper poétique. Ça vient des Écossais. C'est la part des anges, ou ça venait même des maisons de cognac en France. Il faudrait que je fasse mes recherches exactement qui a été les premiers à nommer ça la part des anges. Mais c'est ce qu'on voit qui s'évapore au-dessus des barils. Et c'est ce que les anges prennent pour que nous, on garde le côté plus corpulent du whisky. Mettons ça comme ça. Voilà. Donc, c'est ça. Fait que le 3, c'est le même que le 1, mais qui est vieilli en sherry. Et le sherry, ben, c'est une liqueur de cerise. Donc là, on a notre whisky épicé de seigle avec des notes de café, des notes de chocolat et la cerise qui vient monter. Un peu de côté de baie et tout ça. C'est très, très, très beau. Okay? Puis
côté, Farien va peut-être pouvoir répondre. Au Canada, un des pourquoi qu'on se servait du rail à base, c'est que ça, c'est une culture qui se plante à l'automne, qui se récolte au printemps. Fait que ça fait une espèce d'engrais vert de rotation, puis tu peux ressemer ce que tu as besoin dans ton champ pour l'été. Fait que facilement, on peut rouler ça chaque année, puis ça fait, si on s'en sert juste comme engrais vert, on le perd, mais en récoltant la céréale, là, on peut le distiller, faire ce qu'on veut avec. Donc, c'est un peu pour ça qu'on en avait beaucoup dans le temps, là. Ben oui, tout à fait. Puis en plus, ce qui est bien, bien le fun, c'est qu'à tort, les gens pensent beaucoup que les Canadiens, on a fait beaucoup d'argent pendant la prohibition sur l'alcool. Alors que c'est plus ou moins vrai. C'est-à-dire qu'il y avait une compagnie qui s'appelait Seagram's à l'époque qui, elle, a su profiter de la prohibition en prenant toutes sortes d'alcool, tout ça. Mais bon, certains prétendaient qu'à cette époque-là, je ne te dis pas dans l'entièreté de leur œuvre, mais à cette époque-là, ils essayaient de produire beaucoup, donc on coupe les coins ronds un petit peu, et ça aurait pu affecter sur certains marchés la réputation des spiritueux canadiens. Sauf que le gros de nos ventes se sont faites pendant la guerre de sécession américaine. C'est-à-dire que les nordistes, qui étaient, entre autres, contre le Sud, toutes les distilleries américaines étaient dans le Sud. Les nordistes, ils en voulaient du whisky, eux autres. Elles se sont tournés vers les Canadiens, puis c'est là que nous, on a fait du rye, alors que les autres faisaient beaucoup plus du bourbon, plus de maïs, mais on était plus sur le seigle. C'est pour ça que certains ont commencé à utiliser le maïs un peu aussi dans les whiskies canadiens, à des dosages différents. Mais j'aime citer comme exemple que des alcools étaient envoyés aux nordistes à cette époque-là. On avait la France, qui somme toute, même s'ils n'étaient pas complètement en accord avec le conflit, pouvaient quand même envoyer du cognac et les Italiens pouvaient envoyer des vermouths et des sherry et tout ça. Et donc, il y a un cocktail qui s'appelle simplement le Manhattan, qui vient du Nord, puis qui est fait avec du vermouth et avec du rye. Donc, on doit vraiment utiliser un whisky canadien, rye aussi. Souvent, lorsqu'on va aller dans le monde entier, qu'on commande un Manhattan, s'ils n'ont pas de whisky canadien, ils vont souvent demander est-ce que ça vous dérange si on utilise un rye américain, par exemple. Du moins dans les établissements très professionnels, j'imagine. Voilà. Donc ça, le 1, il n'existe plus. Là, le 2, tu nous as dit que c'était 100% maïs. Oui. La différence avec le 2 et le 3, c'est qu'on a vraiment voulu faire des whiskies qui vont vivre entièrement, qui même côte à côte, ne boivent pas la même chose. C'est pas, même si c'est fait par la même distillerie, on n'est pas dans les mêmes aromates, on n'est pas du tout dans le même processus. Donc, ce qu'on a fait avec le 2, c'est 100% maïs. Et dans ce cas-ci, c'est un 4 ans d'âge. Vous allez remarquer peut-être, si vous avez les deux bouteilles côte à côte, que les volumes d'alcool ne sont pas pareils. Le 2 est à 48 alors que le 3 il est à 46 Et c'est pourquoi? Parce que nous, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'on doit changer les taux d'alcool pour qu'on sente que notre whisky s'épanouisse pleinement. À quel volume d'alcool il s'épanouit le mieux selon nos palais à nous. Et tu sais, chez Circa, on est une très petite famille de freaks. On aime vraiment ça, mais on est 5. On est 5. C'est-à-dire qu'il y a Paul Circa, le maître initiateur et fondateur. Il y a Isabelle Rochette, notre initiatrice. Il y a Daniel Innis, qui est notre apprenti initiateur, mais il est apprenti depuis bientôt 2 ans. Mais quand même, il continue à cheminer là-dedans. On a Victoria, qui s'occupe du marketing, et on a moi, qui est le gars qui fait le reste, c'est-à-dire qui va serrer des mains, parler aux gens, créer des cocktails et tout ça. Fait que c'est là que ça devient utile, mes années d'expérience. Mais c'est à 5 qu'on goûte ça, mais le veto ultime est donné à Paul et à Isabelle, qui sont eux les maîtres initiateurs. Mais nous, on les guide, les 3 autres, on goûte des affaires, tout ça. Donc, dans le cas du 100% maïs, ben, il a fait son séjour obligé dans une barrique de chêne neuf qui a été carbonisée. Il fait son 3 ans là-dedans. Ensuite de ça, il fait quelques mois dans une barrique qui a servi à faire le seigle. Pourquoi? Parce que je vous parlais que le seigle va dégager des notes d'épices plus marquées que le maïs. Le maïs lui va donner des notes de caractère et d'onctuosité. D'accord? Donc, on est allé chercher ça un peu dans une barrique de seigle. Et ensuite, on l'a terminé dans une barrique de sauterne. Donc, c'était aussi
on opinait du chapeau un peu à la culture des pionniers français. Donc, si tu goûtes le 2, tu vas sentir au nez un caractère d'éthanol plus relevé. D'accord? Et là, si tu me permets, Patrick, il y a 2 écoles de pensée dans la dégustation de whisky. Et depuis quelques années, la deuxième a pris beaucoup plus de terrain, mais j'étais encore un vieux de la vieille et j'étais encore de la première. Je t'explique un peu c'est quoi la différence. On va souvent vous expliquer lorsque vous goûtez un whisky de ne pas mettre votre nez dedans trop agressivement parce que le taux d'éthanol est agressif et va vous brûler et tout ça. Et je suis d'accord en partie, mais pour moi, l'éthanol, il faut l'agresser en retour, d'accord? Et donc, je suis de l'école de pensée que moi, j'aime appeler la saturation olfactive. Fait que moi, je suis vraiment de l'école de je mets mon nez dedans, bien comme il faut. Je respire fort et ça se veut une expérience désagréable. Ça se veut ça. Les yeux nous picotent, la plaque olfactive est saturée et tout ça. Mais là où ça devient intéressant après, c'est que tu attends une dizaine de secondes et là, ton corps, tu l'as provoqué. Là. Tu y as envoyé, il y a quelque chose qui s'en vient, champion. Là, après, quand tu remets ton nez dedans la seconde fois, tu gardes ton nez dans ton verre, bien comme ça, mais tu ouvres la bouche. Et ce que j'aime faire, c'est aller coller ma langue sur le dessus de mon palais. Ce que ça fait, c'est que j'ai moins de dilution salivaire et en respirant, mes sinus vont en quelque sorte filtrer l'éthanol pour que ça se mette à goûter dans ma bouche. Sans même avoir mes liquides dans ma bouche, je me mette à goûter tranquillement ça. Ce qui fait que lorsque je vais prendre une gorgée et les gorgées qui vont suivre ensuite, la victime de tout ça sera toujours le coup d'alcool au nez. L'éthanol qui est volatile va avoir participé au processus de d'évaporation par les sinus et ressortir par la bouche ouverte. Et qu'est-ce qu'elle laisse derrière? C'est les arômes. Donc, à chaque fois que tu vas prendre une gorgée, tes beaux arômes viennent se poser, la texture vient reposer sur ta bouche. Et moi, de par naissance à moi, j'ai pas rien brûlé et ça fonctionne encore très bien. Et c'est comme ça, moi, que j'aime l'apprécier. Je ne trouve pas que respirer de loin, c'est pas un bon truc. Je trouve juste que l'effet est moins immédiat. Peut-être plus raffiné, mais moins immédiat. Voilà. Peut-être si je peux faire une analogie de ce que ça vient faire, ta première puff, c'est que, tu sais, quand on fait une sauce à spag, on est dedans, on le sent moins, on sort dehors, faire une commission, on rentre, puis là, là, ça sent la sauce à spag. Oui, exactement. Mais là, tu viens comme effacer l'odeur d'alcool, puis après ça, tout ce qui reste, là, ça va paraître. Exactement. On parle le même langage. J'aime ton analogie de la sauce de tomate, et d'ailleurs, je vais te la voler dorénavant, parce que c'est très vrai. C'est exactement ça. Tu sais, tu es en train de cuisiner, tu sais ce que tu as mis dedans, mais tu le sens pas tout, et là, ton ami arrive, ou ta blonde, ou whatever, puis wow, ça sent bien bon dans la maison. Alors, c'est un petit peu effectivement la même approche, c'est-à-dire que c'est drôle parce que ce que je viens de te dire là, Isabelle, qui est notre chef d'éducatrice, elle est de l'autre école de pensée. Elle, quand elle va faire ça, elle fait « il est fou ». Mais c'est vraiment, ultimement, j'adore le saying écossais. Tu sais. Les gens demandaient à des Écossais c'est quoi la meilleure façon de prendre un whisky, tu sais, avec de la glace, avec de l'eau, avec du soda, tout ça. Puis eux autres, ils disaient drink your whiskey the way you like it, as long as you're drinking my whisky. Je trouvais ça très drôle, mais c'est sûr que les gens, moi, j'aime moins mettre des glaçons, simplement parce que, pour faire un lien avec ce que je viens de t'expliquer là, c'est que lorsqu'on glace, la réaction thermique va bloquer la première chose qu'elle bloque, c'est le nez. Et c'est normal. Et c'est comme ça. C'est pour ça que, par exemple, quand on a des vodkas qui sont très, tu sais, qui ont dit ça sent l'alcool à friction, puis tout ça, ben c'est quoi le truc qu'on a trouvé à faire? On la met au congélo. La met au congélo, tu vas couper son nez. Tu coupes son nez, puis tu vas garder sa texture qui va aller se densifier un petit peu. Donc, il y a ça aussi, tu vois. Fait que c'est ça. Voilà. Moi, je te le recommanderais parce que tu vas voir si tu veux bien goûter celui au maïs, c'est vraiment, tu le sens au nez. Ce que je vais faire, je vais m'en verser un petit verre, moi aussi. Fait que voilà. Alors, comme je te disais, on est à 48 %. Et un autre petit truc, j'ai remarqué souvent, quand on achète des belles bouteilles de whisky, souvent les gens, même ceux qui connaissent ça, font cette erreur-là répétitivement, puis il ne faut pas faire ça. Ils débouchent la bouteille, puis ils chantent à la bouteille. Mais
votre bouteille, là, elle sert à quelque chose. Elle sert à garder la vie et l'activité dans cette bouteille-là. Donc, juste à le sentir. Au pire, mettez-vous un huitième d'once dans un verre. C'est juste pour le sentir. Mais c'est parce que sinon, plus notre volume baisse, plus l'oxydation peut se faire et l'aération de notre produit peut se faire. Il va perdre de son corps. Donc, voilà. Santé, mon cher. Okay. Tu sais, quand je te dis que j'ouvre la bouche après, tu vas le sentir, ça vient se déposer. Ça chauffe à la plaque olfactive, mais ça vient se déposer. Tu vas commencer à saliver doucement. Moi, ce qui se dépose sur ma langue, c'est vraiment suggestif. Là. Il n'y a pas de science infuse, mais évidemment, on a un côté vanille, miel, parce qu'on a du Sauternes qui a travaillé dans ça, qui est un vin dessert très mielleux. Et tu vas le sentir surtout après ta gorgée en respirant ce qui remonte. Et ça, c'est ça le plaisir d'un bon whisky, d'un bon spiritueux. C'est pas un cognac, un brandy, un rhum, une tequila. C'est tout ce qui se passe. C'est pas juste la gorgée immédiate. Puis j'invite les gens qui nous écoutent, ceux qui ont peut-être moins d'expérience dans la consommation de ça, c'est de laisser le spiritueux travailler. Laissez-le. Il a été fait avec attention et signature pour qu'il se pose sur votre bouche. Et oui, vous allez avoir une brûlure d'alcool, mais c'est ça. Ouais, alors, ça se pose, hein? On a le terme qui vient en tête, c'est anglophone, c'est harshness, là, le côté plus asséchant un petit peu du maïs, comme un bon bourbon, quelque chose comme ça. Des bourbons à 100%, il y en a, mais il y en a très peu. Alors que ça, on est vraiment dans un 100% maïs. On n'est pas un bourbon, simplement parce qu'on n'est pas aux États-Unis, tout ça. OK? Donc, là, je ne sais pas si c'est comme moi, mais on salive beaucoup, tu sais, ça ramène vers la langue à l'avant. Il y a un assèchement en plein centre de la langue qui est marqué. La salinité qui nous vient de la paroi de la langue. Puis, tout ça, tu sens sur le dessus de ton palais, au fond, une soutenance chaude, mais aussi une texture ronde. Pour moi, ça, c'est le maïs. C'est là qu'il va aller travailler. Il reste là. C'est comme si, quand on prend une cuillerée pure de sirop d'érable, on a le goût de sucre, mais après qu'on a avalé le sucre, ce qui tient à l'arrière, ce qui est là, cette densité sirupeuse-là, n'est pas aussi goûteuse et sucrée, mais elle est texturée. C'est comme un réconfort. Et lui, là, c'est sa signature parce qu'il vient se poser là. Puis après, à chaque gorgée, c'est comme s'il guidait. Tout ça passe, c'est tout ça. Et tu vas avoir moins d'agression d'alcool. On est quand même à 48 d'accord? oui. Ce qui n'est pas peu fréquent pour des whiskies nord-américains parce qu'on aime ça avoir des trucs qui ont du caractère, alors qu'en Europe, en Irlande, en Écosse, on va souvent descendre autour plus de 40, 41, 42. Sinon, on tombe dans des cask strengths qui sont évidemment 50, 60 et plus, tout dépendant. On peut tomber dans de l'overproof. Voilà. Es-tu d'un plan à Paul de faire un cask strength à un moment donné? Ben, c'est sûr que forcément, quand on fait du whisky, on a du cask strength aussi qui va sortir. Mais pour le moment, non, je n'ai pas entendu l'idée mise de embouteiller du cask strength. Ouais. Mais c'est sûr que les fans finis de whisky aimeraient ça parce qu'on a l'impression de boire le cœur même du produit qui sort directement de la barrique. Mais là, c'est vrai qu'il y a un coup qu'on a plongé notre nez un premier coup, ressenti un peu, goûté. Là, le nez, même si on le plonge dedans, c'est plus l'éthanol, ouais. c'est plus l'alcool qui saute. Là. Non, c'est ça. Là, moi, je goûte encore. Ben, là, c'est sûr que c'est le temps d'allergie. Hein. Fait que mon nez n'est pas à son max, malheureusement. Mais tu vois, je sais pas toi, moi, je discerne aussi à cause du sucre, de l'amidon et du caractère du maïs et de la salinité. J'ai un effet un peu de tire-éponge. Ouais, j'allais dire caramel, ouais. C'est ça, c'est ça. Mais tu sais, t'as pas. Tu sais, dans un caramel, tu vas avoir quelque chose de plus grillé et tout ça.
Je trouve pas qu'on retrouve autant le grillé dans celui-ci. C'est pour ça qu'avec le sel, j'ai l'impression de la tire éponge. Tu sais, la fameuse barre de chocolat crunchy. Puis Puis là, à c'est chaque plus gorgée, neuf tu vois aussi. comment. Ouais, c'est tellement souple après que, tu sais. Puis moi, je vais t'avouer, Patrick, bien honnêtement, quand j'ai commencé à travailler chez Circa, évidemment, mon amour du whisky m'amenait là aussi parce que je crois tellement dans la possibilité du Québec d'être un leader, et je pèse mes mots là, un leader dans la production du whisky d'ici 20-25 ans. Par contre, c'est qu'on n'avait pas les outils mis en place, puis notre consommateur est encore intéressé beaucoup, et avec raison, par des produits qui nous proviennent de partout ailleurs dans le monde. Alors souvent, on va me dire, ben, Guillemot, pourquoi je paierais 82 pour un whisky de 4 ans d'âge? Parce que tu contrôles toute la provenance, tu contrôles l'expertise, tu peux même venir nous voir à distillerie, pas mal plus proche de chez vous. Et j'ai très hâte qu'on goûte aux trois parce que, comme je disais plutôt, moi, une de mes maisons préférées, et j'ai eu la chance de travailler étroitement avec eux, c'est Aberlour. Okay? Aberlour vont beaucoup travailler avec des sherry casks. Ils vont vraiment faire beaucoup de sherry Oloroso et tout ça. Et c'est ce qu'on a fait avec le 3. Et honnêtement, je trouve que le 4 ans de Circa qu'on a là, qui est le numéro 3, se mesure facilement avec le 12, le 16 et le 18 de chez Aberlour. C'est pour ça que quand je vous disais, c'est pas la mention d'âge. Parce qu'eux, ils sont rendus à produire du volume. Donc, il y a une autre approche au casking. Il y a toute une autre mesure quand ils vont blender. Quand vous achetez un whisky de 12 ans, ben, la loi oblige que c'est les whiskies les plus jeunes qui ont 12 ans qui sont dans cette bouteille-là. Donc, moi, je peux vous dire, vous faites un achat d'un Glenlivet 12 à votre beau-père pour Noël, ben, il y a des whiskies de 17 ans et 19 ans là-dedans aussi. OK? Par contre, c'est pas. Les gens pensent que, tu sais, il y a un petit monsieur qui se promène dans une distillerie, puis là, il est chez Glenlivet, puis là, il voit le baril 3628, puis il fait OK, il a atteint l'âge de 12 ans. Mais là, il ne va pas mettre une valve dessus puis remplir des bouteilles. Il va aller voir le master distiller pour lui dire le baril 3628, il est prêt. Et le master distiller va l'ajouter à une autre collection d'environ 400, 500 barils, 1000 barils, et il va reproduire son blend pour reproduire sa recette pour embouteiller son Glenlivet 12 ans. Donc, chez nous, ça, ici, mais nous, c'est un petit peu le même processus, c'est-à-dire qu'on a pris différents embarquements pour créer une recette qui va être égale et stable. Et ça, la stabilité, c'est aussi un autre défi pour les producteurs de whisky. Puis, sans souhaiter aucun malheur à mes collègues du Québec qui sont distillateurs, parce que je les connais tous par prénom ou presque. Et je suis chanceux dans la vie, j'ai rencontré bien du monde, puis je travaille étroitement avec ces gens-là. Mais tout le monde veut essayer de faire du whisky parce qu'on a les ressources, on a l'eau, on a maintenant l'expertise. Mais c'est dans les années où le whisky va commencer à sortir qu'on va voir qu'est-ce qui est stable, qui travaille vraiment bien parce qu'il y a des whiskies qui vont dropper. Parce que c'est pas. Puis là, ben, on va séparer les grands des petits, puis bien humblement, je pense vraiment que Paul, parce que c'est sa passion numéro un, c'était sa motivation numéro un, c'est ce qu'il a voulu faire. Puis vous devez voir les visages des gens avec qui je travaille chez Circa lorsqu'on embouteille, lorsqu'on monte les palettes pour envoyer ça en SAQ. Et là, le numéro 3, il faut que vous ayez voir les gens, les directeurs de vos SAQ, parce qu'ils n'ont même pas encore eu le droit en ligne. Il y a quelques bouteilles disponibles en ligne, mais c'est des unités. Fait que, allez les voir, commandez-les, parce que vous avez dans les mains quelque chose qui, plus on va pouvoir le faire, évidemment, mieux on va pouvoir gager nos prix, jouer avec nos prix, puis trouver des ententes aussi avec les distributeurs, principalement la SAQ et tout ça, pour que nos consommateurs soient favorisés pour ça. Mais le produit qu'on met là dans une bouteille, c'est, excusez mon français, là, mais ça kick les. C'est vraiment du maudit bon whisky.
Et puis, ce qu'Isabelle me disait, c'est que ça se peut que dans 3 ans, dans 5 ans, il y ait un numéro 2 qui ressorte parce qu'il va être identique à celui-là, mettons. Donc, c'est pas Oui, parce tout à qu'il y a fait. un lot, le deuxième batch que vous avez fait qui s'appelle numéro 2, c'est le deuxième que Ouais, vous avez commercialisé. Puis si vous ouais, en faites un pareil comme lui, mais il va encore s'appeler numéro 2 dans X années. Là. c'est ça, exactement. C'est ça. Puis, il y a comme quelque chose de cool aussi de s'imaginer que dans la postérité de Circa, peut-être qu'un jour, il y aura le 111, tu sais, ou il y aura le. Tu comprends? Et ça, c'est vraiment le fun parce que chez Circa, quand je vous disais qu'ils sont très traditionnalistes, le premier baril de whisky qui a été fait est encore là. À tous les jours, quand je vais à la distillerie, on a une petite section ouverte où Paul, Victoria, moi et Isa, on a nos bureaux. Et puis, dans le coin, sur roulette, on a le premier baril qui était. Et comme par tradition, ce baril-là ne sera jamais ouvert. Il était réservé à une personne. Il était réservé au beau-père de Paul, qui, hélas, a trépassé il y a quelques années. Et donc, on sait que ce whisky-là ne sera jamais ouvert. Jamais, jamais ouvert. Et ce whisky-là est un rappel constant. C'est le baril numéro 1. Il est là. Fait que il y a quelque chose de passionnant dans cette affaire-là. Il y a quelque chose de, c'est une aventure de longue haleine. Puis, nous, on travaille fort pour la développer. Puis, on va avoir besoin de plein de partenaires, autant la SAQ, qui sont déjà un excellent partenaire pour nous, mais tu sais, qui vont pouvoir mettre de l'avant encore plus ce produit-là, cette fierté-là. Puis, les consommateurs informés, les gens qui vont s'intéresser, qui vont dire, puis venez nous voir à distillerie. Nous autres, on a tellement hâte que tout réouvre, qu'on puisse accueillir le monde. Tu sais, parce que c'est ça qui est cool. On vous présente nos alambics de par leur prénom. Vous comprenez toutes les traditions. Vous voyez les barils, vous touchez les herbes, vous goûtez les spiritueux. Puis après ça, ben, si on s'entend bien, je vous fais un mot du bon cocktail. Puis, tantôt, tu parlais de il n'y a même pas de mention d'âge encore parce que c'est un 4 ans, mettons. Ouais. Puis, ben là, les consommateurs moins avisés disent ben là, je pourrais avoir un 12 ans pour la moitié prix. Mais en SEQ, il y a des scotch single malt sans mention Ouais. d'âge qui se vendent au-dessus de 100$. Tu sais, je pense Nectar Ah, d'or. ben oui. Il n'y a aucune mention Ouais. d'âge dessus, mais Non, c'est c'est un ça. exactement comme le numéro 2, sauf que ce n'est pas du maïs, c'est de l'orge. Mais c'est Ouais. fini en En sauterne, ouais. sauterne, pareil comme Ouais. ça. Et puis, il est plus cher, puis le monde, on en vend à tour de bras, tu sais. Ah oui, non, c'est ça. Puis le nectar d'or, c'est un produit qui est maintenant, il est à, si ma mémoire est bonne, il est autour de 108 ou 111 la bouteille. C'est ça, c'est un excellent produit. Des barriques de sauterne, ceci dit, il n'y en a pas tant. Il y a Aram qui en font une aussi, mais le sauterne va donner cette belle signature-là. Et le sauterne aussi, Isabelle, quand elle a proposé le sauterne, c'est aussi, non seulement historiquement, on a pris le chapeau aux Français, mais c'est aussi que on va ramener je vais inventer un mot, mais je l'utilise tout le temps. Mais là, j'avoue que je sais qu'il n'existe pas, mais je trouve que c'est un beau mot. La sucrosité. On va augmenter la texture sucrée du maïs. On va la ramener par le biais du sauterne, qui est un vin dessert fabuleux. C'est vraiment. Moi, c'est le numéro 2 que j'ai fait. Oh, OK, attends un peu. Là. On est dans une grosse qualité de whisky, vraiment. Puis là, ben, le 3, c'est comme. Je pense vraiment que ça va être notre enfant chéri. Les consommateurs de whisky à travers le monde à qui on a pu envoyer quelques bouteilles par curiosité pour recueillir leurs commentaires. Et aussi localement, c'est des groupes comme Whisky Québec, les personnes d'Éric Godmer, même des ambassadeurs de spiritueux qui sont des fins connaisseurs qui travaillent pour la compétition. Nous ont salués. Je vais protéger leur anonymat, mais comme je vous dis, j'ai des amis dans toutes les grandes maisons. Là, puis, c'est vraiment un produit, les gens font « Oh, ça, c'est fait au Québec? OK, attends un peu. Là, on vient de pogner un level. » Puis c'est ça. Moi, je suis tellement fier d'être là. Je suis fier d'Isaac, je suis fier de Paul, je suis fier de l'équipe, je suis fier d'en faire partie. Je suis content que tu m'invites pour qu'on en parle parce que en ce moment, je n'ai pas la chance moi, d'aller faire le tour partout. Mais en rentrant chez Circa, moi, je suis connu comme le gars qui parle beaucoup, qui est facile d'accès.
je veux pas que ce soit élitiste, ces affaires-là. Tu sais. Puis, je veux dire, combien de fois qu'on se fait des bonnes bouteilles de vin, tu sais, des fois, on pousse notre loc, là, mais une bouteille de vin, tu la consommes dans la soirée, là, tu sais. Fait que ton 85 pour le whisky numéro 3 que tu vas pouvoir profiter longuement, que tu vas, tu sais, puis il y a même, écoute, encore une fois, ça peut paraître comme un sacrilège. Ce whisky-là, il y a un arôme, il y a une vie en part entière. Fait que moi, j'ai déjà fait des tests de cocktail avec. Là. C'est sûr, j'ai pas fait un whisky coke avec, on s'entend, là. Mais tu sais, tu peux faire des beaux cocktails avec aussi et tu respectes le spiritueux si tu fais un cocktail qui est bien balancé, qui est le fun, qui est facile. Puis ça, ben moi, éventuellement, je vais ajouter ma série de recettes sur le site de Circa, puis vous irez voir ça. Puis c'est sûr que vous n'aurez pas 22 cocktails avec le whisky parce que c'est sûr que je prends beaucoup l'idée de le consommer tout ça. Mais tu sais, il y a des gens qui vont dire, mais j'aimerais ça, essayer ça, tu sais, avec une autre affaire. Puis j'en ai fait un aujourd'hui où je prends, j'ai acheté une confiture d'abricots et figues à l'épicerie, une bonne qualité. Puis j'ai mis une demi-tasse de ça avec une demi-tasse d'eau bouillante et j'ai juste liquéfié ça. Dedans, j'ai mis des grains de poivre noir entier puis de l'anis étoilé. OK? Puis des branches de sarriette fraîche. J'ai laissé ça infuser sur le comptoir, dans un pot, pendant 6-7 heures. J'ai passé au tamis et j'ai un sirop d'anis étoilé, poivre, sarriette, abricot et figues. J'ai mis ça avec un petit peu de jus de citron, le whisky là. Puis j'ai shaké ça sur beaucoup de glaçons. Je le top avec un petit pétillant soda. Simplement, une pincée de fleur de sel, une même orange de sarriette, une rondelle d'abricot fraîche, puis j'ai un cocktail que j'ai appris ça. Je l'ai créé tout à l'heure, de ce que autres. Tu l'as appris en grande primaire. C'est le Apricot Road. C'est vraiment tout simple, mais ça va respecter. On va avoir le numéro 3, le goût de cerise, ce qu'on appelle des stone fruit en anglais, donc un fruit qui a un noyau dur, comme l'abricot, et puis bon, la figue qui vient mêler tout ça aussi là-dedans, la sarriette qui nous sort des arômes plus herbacés avec le café. C'est cool. J'adore mon métier. J'espère que ça paraît. Je suis content que tu nous en parles parce que il y a souvent des discussions assez houleuses là, sur le groupe. Il y en a qui sont non, on ne peut pas faire un cocktail avec un bon spiritueux. Puis ben, il y en a d'autres, comme toi, qui sait mettre en valeur le bon spiritueux à travers un cocktail, qui les respectent, qui aiment ça eux aussi, parce que c'est le même qu'on déguste. Mais après ça, c'est un peu comme tes Écossais disaient, là, bois-les comme tu l'aimes, mais tant que c'est le mien, tu sais. Mais c'est ça. As long as you drink whiskey. C'est pas grave, mais bois-le comme tu l'aimes. Arrange-toi pour créer une façon que toi, tu vas l'apprécier, puis en le gardant en valeur, tu sais. S'il ne goûte plus rien, ça ne sert à rien de mettre un beau produit comme ça dedans, mais non, si tu réussis à aller garder l'essence, mais tant mieux. Ben, c'est ça. Puis pour réussir à garder l'essence, comme tu dis, ben, c'est que tout dans un bon cocktail, c'est de la balance. Un cocktail, essentiellement, là, c'est une balance entre du sucre, de l'acidité, OK? Puis des épices, des arômes quelconques. Et ils peuvent nous venir de spiritueux, tout ça, mais tu peux faire des cocktails sans spiritueux, d'où les mocktails. Là. Puis après ça, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est vraiment une balance de base. Et je voudrais que le meilleur ami d'un cocktail, c'est de la glace. On connaît toute une personne qui nous a déjà dit pas trop de glace dans mon drink, tu vas diluer mon spiritueux. Et là, à ce temps-là, on prend un petit élan, on leur donne une claque en arrière de la tête parce que c'est le contraire. Il y a 2 avantages à mettre beaucoup de glace dans un verre. Okay? Le premier, c'est que si je glace beaucoup, ma température reste plus basse. Donc, ma glace fond moins vite et mon spiritueux se dilue moins vite. Si je mets juste un glaçon, la dilution est presque automatique. Dans les 3-4 premières minutes, mon glaçon il est parti. Et là, j'ai mis de l'eau dans mon spiritueux. Deuxième avantage, c'est que lorsque tu glaces beaucoup, physiquement, c'est une loi de physique, c'est de la masse. Okay? Si je coule un spiritueux à 1,5 once ou 2 onces dans un verre plein de glace, mon spiritueux va monter beaucoup plus haut. Ce qui veut dire que mon allongeur, peu importe ce que je mette, même dans un rum and coke, je ne vais pas noyer le spiritueux. Je vais respecter sa présence en ajoutant une saveur. Ce qui veut dire qu'avec une fameuse canne de coke, tout le monde a fait cette gaffe-là. On se fait un rum and coke,
On met un grand verre, on met quelques glaçons, on se met un once et demi de rhum, puis on vide une canne de coke au complet. Fait qu'on a bu un coke qui a un petit kick d'alcool, puis on pense, ouais, il me semble que je goûte le rhum. Mais faire un bon cocktail, c'est pas s'abreuver de même. Tu veux une balance, tu veux un arôme. Au même titre qu'on a dégusté le whisky avec respect, tu peux goûter un spiritueux, un cocktail avec respect. Fait que quand vous allez avec quelqu'un, là, avec votre ami qui dit dans un resto de luxe, non, on paye pour de la glace. Non, tu payes pour 1,5 once à 2 onces de spiritueux avec un allongeur. Si toi, ton idée d'un bon deal, c'est 1,5 onces de gin avec 2 glaçons, puis 7 onces de tonic qui annihile complètement ton gin, puis un morceau de citron qui a été pitché cavalièrement là-dedans, ben on n'a pas la même notion d'un bon deal. c'est vraiment, et c'est pour ça que la glace est importante, la balance de sucre, d'arôme et tout ça. Puis je croirai jamais, je pourrai jamais donner raison à quiconque dit on ne peut pas faire ça. Parce que tu peux tout faire. Tu peux te péter la gueule pour comprendre qu'il ne faut pas que tu le fasses, mais tu peux tout faire. Et ça, c'est primordial parce que sinon, on reste pris dans nos pantoufles, puis on découvre pas rien. Et ça, c'est plate. Fait que moi, à 50 ans, quand je rencontre des bartenders de 20 ans qui m'apprennent des affaires, je suis content en tabarnouche. Parce que ça fait partie de ça. Soyons humbles devant ce qui est fait là. Soyons reconnaissants de ce qu'on a là. Puis après ça, travailler avec, là, il n'y en a pas de sacrilège. Quand j'étais petit, j'ai déjà essayé de faire une boulette de bœuf haché avec des gummy bears dedans. C'était dégueulasse, mais au moins, je l'ai essayé. Bon, on a parlé beaucoup le numéro 3 à cette heure. Oui, le numéro 3. Ben écoute, ça, c'est le go-to. Je te dirais que le numéro 2, il va parler beaucoup plus aux gens qui sont des buveurs de whisky de caractère et des gens peut-être un petit peu plus aiguisés parce que le sauterne est plus dans le retour. Mais l'attaque du numéro 2 à 48 100% maïs peut être plus exigeante pour quelqu'un qui boit un petit peu moins de whisky. Le numéro 3, tout le contraire. Il va séduire le consommateur de whisky assidu qui va comprendre la force, la balance, le caractère de ce produit-là, les arômes, la complexité, le côté suave. Et comme je vous disais plus tôt dans l'entrevue, le néophyte, la personne qui le connaît moins, va reconnaître des référents qui lui parlent. Parce que si tu lis sur une étiquette qu'il y a des notes de vanille, de noisette, tout ça, puis que quand tu le sens, tu ne le reçois pas, tu te sens un peu proche. C'est comme, voyons. Là, notre 7 de maltage German chocolate, là, vraiment, tu vas l'avoir au nez. Mais il est moins marqué que dans le numéro 1, car il s'est estompé un peu par un vieillissement prolongé en barrique de sherry oloroso espagnol, donc les notes de baie, de fruits, dont la cerise noire qui domine. Alors, là, je vais me faire plaisir. Ça, je vous le dis, numéro 3, on a mis les 400 premières bouteilles du lot en vente en ligne à la distillerie jeudi, il y a 2 semaines. Et puis, ça s'est vendu en moins de 2 heures et ça, c'est considérant que notre site a crashé dans la première demi-heure. On a fait une petite erreur de débutant. On a oublié d'appeler notre fournisseur web pour lui dire on fait une vente en ligne de feu. Fait que là, lui, il nous a appelé, il nous a chicané, il a remis ça en ligne 25 minutes plus tard. Fait que c'est correct. Mais les gens étaient au rendez-vous, ils ont acheté, puis après ça, ils venaient à la distillerie chercher, masquer, on se désinfectait nos mains, puis on a rencontré nos premiers acheteurs. C'était une expérience fabuleuse. Il en reste encore quelques personnes à venir chercher les bouteilles, mais le gros des gens sont venus. C'est quand même 400 bouteilles qui se sont vendues très rapidement. Puis après, on a envoyé grosso modo un peu moins de 200 caisses en SAQ. Et là, ils l'ont retenu en ligne pour faire la promotion et le vendre en ligne. Et là, je pense que c'est dégagé. Donc, moi, mon travail, c'est d'aller voir les directeurs de SAQ, de dire commandez-les, parce que pour vrai, il faut que ça soit partout, cette affaire-là. Puis ma crainte, c'est ce qui est arrivé, entre autres, avec le numéro 2, c'est que toi, tu vas connaître le travail aussi en partie des fois avec nos amis de la SAQ, tu vas comprendre le phénomène d'une succursale écureuil. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un gars à Amqui
qui connaît le whisky, il capote dessus. Fait que lui, sur 200 caisses, il en commande 15 caisses. OK? Mais après ça, ça rentre à sa succursale, mais son équipe le connaît moins. Fait que son équipe en parle moins aux consommateurs d'Amqui, qui, ainsi de suite. Et là, on se retrouve à avoir des bouteilles qui dorment. Et ça, c'est plat. Ça, c'est plat. Fait que là, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de distribuer le plaisir et le produit également partout. Puis, vous, les gens qui écoutez puis qui s'y intéressent, gênez-vous pas d'aller voir puis de dire écoute, le Circum numéro 3, parce que, vous nous donnez un coup de main à nous, bien humblement, mais aussi, vous amenez un produit de qualité qui va être affichable. Ça, là, Patrick, c'est entre toi et moi, là, mais moi, quand les directeurs qui me connaissent depuis longtemps, ce whisky-là ne devrait même pas être sur la tablette, il devrait être dans l'armoire fermée à côté des bouteilles qui valent 140$, 120$. Parce qu'il y a cette qualité-là dans ce produit-là. Et je le dis en toute sincérité. J'ai des bouteilles qui m'ont été remises par des dictateurs écossais, irlandais, japonais, écrits à la main. Tout gizmo, merci de ta visite, blabla, c'est le fun d'échanger avec toi. J'ai des produits de même. Et ça, ici, c'est mind-blowing. C'est vraiment une balance idéale. Tu vas le voir. Puis il y a, je l'avoue, un petit côté presque racoleur, presque charmeur pour quelqu'un qui boit moins de whisky. Mais le buveur de whisky, lui, va aller chercher toutes les arômes de la subtilité. On a beaucoup plus de fruits qui montent. On a la petite note de cacao, mais elle va être plus frappante à l'attaque sur le palais. Puis en rétro-olfaction, après la signature de café, elle est évidente. Là, les gens font « Wow, OK! » Mais pas café brut, là, pas café amer. C'est vraiment des fois, juste quand tu moules le café dans la maison, tu sais, sans l'avoir fait, le café, juste le moudre, là, ça sent. Puis... Oui, c'est ça. C'est parce qu'il n'a pas eu son choc thermique. C'est tant que ça. Il a été cuit un peu, le grain, mais ça, moi, je ne t'aime pas. C'est quasiment forêt noire un petit peu. Là. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est complètement ailleurs. Complètement. Et là, ce que tu sens, c'est cette explosion de saveur-là. Là, tu as le bord de la langue qui picote. Encore une fois, on travaille beaucoup avec ces parties-là. Mais tu vois, ton dessus de palais, là, il est moins présent qu'avec le numéro 2. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ça chauffe doucement ici. Puis, plus ça va, tu as un petit point qui chauffe ici à l'intérieur qui commence à émaner tranquillement. Tu sens comme si c'était un architecte qui voulait dessiner un peu ton œsophage. Puis, moi, c'est ce que j'aime du rye beaucoup. Et c'est ce que j'appelais quand je donnais des conférences en Allemagne, en Belgique, en Italie sur les spiritueux, que je parlais du rye. J'appelais ça le grand câlin canadien qui se fait par en dedans. The Great Canadian Hug. Ça se fait en dedans parce que c'est ça. C'est le seigle qui va s'installer là doucement. Mais c'est pas, on n'est pas comme, oh! Tu sais, on n'est pas arraché. C'est chaud, c'est réconfortant. Il y a des notes de noisettes, de fruits noirs. On a le chocolat, on a la rétroolfaction du café. Ouais. À chaque gorgée, c'est ce que j'aime du whisky et des spiritueux en général, c'est le réconfort qui se reconfirme à chaque gorgée. Oui, puis c'est vrai que là, en bouche, on a le côté café-cacao. Oui, vraiment. Il y a une super belle densité. Quand tu lèves ton verre, tu vois qu'il colle sur la paroi du verre. Et si tu remarques bien, il y a des petites lignes qui tombent. Oui. Bon, ben, tu sais sûrement que ça s'appelle des jambes. Et plus tu as de jambes, plus ton volume d'alcool est présent. Mais il a travaillé avec la densité. C'est pour ça qu'on va dire faster your whiskey is running, stronger it is. C'est-à-dire que tu as des jambes, tu as beaucoup de jambes, ils courent vite, mais en même temps, c'est tout le côté hyper caramel qui sort, la densité du produit. J'adore ça. Puis ce produit-là, tu vois, moi, je suis bien honnête avec les gens.
C'est pas tout le monde qui tripe sur le whisky. Ça peut être imposant au début. Tu sais, ah, bon, plus de whisky. Euh, Mon amoureuse faisait partie de ceux-là. C'était pas une grande buveuse de whisky. Mais c'est une pâtissière. D'accord? Donc, elle sait reconnaître ces arômes-là, les goûts de grillé, les beurres, les sucres, tout ça. Et puis, ça, il faut que je cache la bouteille. Parce que ça, c'est comme la parfaite balance, comme je vous disais plus tôt. Puis c'est pour ça que je pense qu'on a un tour du chapeau de celle-là. Là, on a un home run, on appelle ça comme tu veux. C'est, c'est la parfaite balance pour quelqu'un comme toi qui sait apprécier un whisky, qui sait apprécier un spiritueux à pleine valeur. Quelqu'un qui est expert en la matière va le reconnaître. Et quelqu'un qui commence timidement du bout des doigts va avoir l'impression de boire, mais pas l'impression, en fait, il va boire un produit de luxe, mais qui va comprendre et savoir apprécier. Et ça, là, c'est rare dans le monde du whisky. C'est rare parce que même si le whisky, la palette de saveurs est plus grande, et ça, beaucoup de sommeliers du Québec n'aimeraient pas que je dise ça, mais la palette de saveurs des whiskies, elle est plus grande que la palette de saveurs des vins. OK? Et pourtant, on est, on est dans quelque chose qui demeure complexe, brillant, bien travaillé, puis accessible. Puis ça, moi, c'est. Faut juste que je le fasse goûter au monde. C'est juste ça. Parce qu'après ça, tu le comprends, le prix. Tu comprends le travail qui a été mis. Tu comprends c'est quoi 4 ans de vieillir dans un baril. Tu comprends c'est quoi s'en aller en Espagne pour acheter nos barils de Sherry Oloroso, les choisir, parler aux producteurs de Sherry, comprendre c'est quoi sa mentalité, comment il travaille son bois, puis tout ça. Rencontrer le tonnelier, ramener ça ici, faire vieillir ça. C'est tout un. C'est gigantesque là, comme des efforts, mais on le voit même pas comme des efforts parce qu'on aime ça. C'est comme c'est comme tout le monde rêve dans la vie, c'est d'avoir un job où tu n'as pas l'impression de travailler. C'est heureux. C'est ça qu'on fait. Paul, ben oui, il y a des fois, ils vont passer 14 heures à distiller pour faire un gin run ou un vodka run. Tu sais. Non, c'est pas du monde qui ont bien des vacances dans la vie. Effectivement, pas quand on est 5 à travailler. Sauf que plus ça va, plus vous allez nous connaître. On espère, plus vous allez nous acheter, nous commander. Puis de là, ben, on aura peut-être 2, 3 autres employés. On va prendre des vacances des fois. Sauf que c'est ça du whisky. C'est tout. C'est des gens, c'est des visages, c'est des odeurs, c'est des agriculteurs de grains québécois avec qui on travaille étroitement. C'est des producteurs de tonneaux. C'est plein d'artisans. C'est fabuleux. J'adore ça. J'aime ça. Ah oui, c'est vraiment là, pâtisserie, comme je disais tantôt, un peu forêt noire avec des amandes. Ouais. Mais avec un beau kick d'alcool, on est à 46%, là. Tu sais. C'est. Non, ça, immanquablement, quand j'ai commencé à travailler chez Circa, il y a bien de mes amis qui sont des buveurs de whisky qui pensaient ah, Gizmo travaille chez Circa, il va nous donner des bouteilles. Tu sais. J'ai fait non, les gars. Non, non. Puis j'ai eu la même conversation avec des influenceurs, tout ça. Le whisky, ça se donne pas de même. C'est pas ça. D'autres distillateurs au Québec ont voulu une bouteille de whisky. Ils ne nous ont même pas demandé de la donner. Ils nous ont dit, même en une de côté, même en 3 de côté, je vais m'en acheter. Parce qu'on est conscient du travail. Il reste à le communiquer aux consommateurs pour justifier le prix, bien évidemment. Mais encore une fois, comme tu disais plus tôt, au prix qu'on le vend là, c'est sûr que si tu compares avec un Glenlivet Founders Reserve qui se détaille à 57 la bouteille. Bon, le Founders Reserve, moi, je le sais comment il est fait. On parlait non, aucune mention d'âge. Fait que c'est minimum 3 ans, eux autres, pour être un whisky écossais. Mais c'est un blend de plein d'autres barils. Ils vont faire des finishes qui durent peut-être 1 mois, 2 mois en baril. Puis, combien d'hectolitres qu'ils produisent chez Glenlivet versus Circa? Donc, grosso modo, on est 20$ de plus. Mais pour un produit qui a tellement autre chose qui s'est passé dedans. Puis Puis j'enlève rien à Glenlivet. C'est une grande maison de scotch, on s'entend. Mais c'est ça. Je pense que
La meilleure façon, dans notre jargon, c'est liquid to lift. C'est pour ça que j'ai hâte d'aller vous voir partout au Québec, dans les SAQ. Puis pas juste de vous faire goûter le whisky, de vous faire goûter tous ces produits-là qui sont plus accessibles, tout ça. Puis qu'on parle, qu'on prenne le temps d'échanger. Puis moi, au-delà de la bannière, ce que j'aime faire, comme je pense que j'ai commencé en disant ça, je cherche à démocratiser cette affaire-là. Quand tu disais que des fois, tu avais des débats houleux, que le monde dit non, on ne peut pas faire ça. Ben, moi, j'adore parler avec ces gens-là qui se rendent compte que tu ne peux pas dire ça. C'est pas. Ben, tu peux le dire. Tu peux surtout dire d'abord je préfère pas. Moi, je sais apprécier de même. Mais tout se peut, tu sais, tout se peut, puis tout est le fun. Puis moi, j'adore donner des trucs, des recettes. Moi, je cuisine avec les spiritueux, je fais des pairages, tu sais. Qu'est-ce qu'on peut manger quand on boit ça? Y a-tu moyen de recevoir un ami avec le numéro 3, puis de préparer, mettons, 3, 4 bouchées différentes qui vont mettre en valeur des trucs, tu sais? On va travailler des contrastes d'épices, de texture, d'arômes, de saveurs. Qu'est-ce qui va se marier ensemble? J'adore faire ça. Moi, ça, c'est ma vie avec mes amis, puis ma blonde, puis mon fils, puis mon fils qui a 21 ans, fait qu'il peut boire. C'est correct. Fait que pour tout trouver ça, mais ceux qui ne sont pas déjà, allez vous abonner au Facebook de Circa. Gizmo va partager ses recettes, ses cocktails là-dessus. Oui. Et puis, même les prochains relâchements, là, si jamais il y a un 4 ou une autre version qui s'en vient, mais on va toutes les découvrir là-dessus. Ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, comme juste pour faire un petit pan rapide, tu vois, récemment, on a reçu d'autres médailles. Puis, chez nous, on n'en parle pas trop parce que, tu sais, des fois, on est même invité dans des concours à notre insu, entre guillemets. C'est des gens qui soumettent nos produits malgré nous. Des fois, c'est déjà arrivé. Mais bref, on a la vodka terroir et le Circa Gin Sauvage, qui est notre chef de file. C'est lui qui nous fait connaître de partout. Puis ça a été médaillé au San Francisco World Spirit Fair cette année, en 2021. Au-dessus de 25 000 entrées pour la vodka. Puis je pense que pour les gins, c'était sensiblement dans la même veine, de 32 000 entrées de gin. Puis dans les deux cas, on a ramassé la médaille d'argent. Je ne sais pas peu dire, là. Surtout quand on se mesure à des producteurs internationaux qui ont de l'expertise qui date de 100, 150 puis 200 ans. Là. Nous, on a 6 ans d'expérience. Puis le gin 375, ça, c'est fou comment les gens ne le connaissent pas beaucoup. Le gin 375, je l'appelle Montréal dans une bouteille. La Ville de Montréal nous a demandé de faire la commémoration du 375e de la ville. Mais nous autres, étant donné qu'on ne fait pas des affaires à peu près, on a consulté la chef historienne du Château Ramsay. OK? Et on lui a demandé, avant la fondation de Montréal, en 1642, tu avais les pionniers français, tu avais les Premières Nations. Qu'est-ce qui poussait, qu'est-ce qu'on cultivait, qu'est-ce qu'on consommait? Et nous, on a eu la liste, on a choisi 13 aromates et on a créé ce produit-là pour faire un gin qui est tout en douceur. C'est ce qu'on appelle un Old Tom. Donc, on l'a terminé avec un vin bio-organique. Pas un vin, un miel, pardon, bio-organique. Mais tu sais, c'est de la cerise, c'est du pétale de rose, c'est vraiment de la canneberge, mais c'est aussi de la bardane, de la livèche, qu'on appelle aussi la racine de céleri sauvage, des trucs plus amérindiens qui étaient médicinales. Ça, c'est super, là. Je pense que c'est d'une délicatesse, là. Ça se laisse boire tout seul. Puis après ça, ben, t'as ça ici. Ça, on a gagné la médaille d'or à Londres dans la catégorie Navy Strength. Petite anecdote rapide. Navy Strength, c'est la chasse gardée des Britanniques. Et ils font des affrontements de gin et tout ça. Il y a des gins partout dans le monde, mais le Navy Strength, c'est toujours donné à un Britannique qui est gagnant de ça. OK? Et nous, ils étaient tellement convaincus qu'on ne pourrait même pas se mesurer à leur gin britannique dans la catégorie Navy Strength, qui nous ont goûté à l'aveugle, qu'on a gagné la médaille d'or. C'est la première fois. C'est vraiment cool. Ça, c'est super le fun. L'anecdote avec ça aussi est le fun. Venez nous voir, je vais vous raconter tout ça. Vodka Chili, médaille d'or dans les vodkas aromatisés. C'est une vodka, les gens me disent, qu'est-ce que tu fais avec une vodka Chili? Ben, tu fais un Bloody Caesar, puis avec ton Bloody Caesar, tu peux t'amuser. Fait que là, moi, j'en fais un à l'oriental avec des pois wasabi écrasés comme rime. Je mets un petit peu d'huile de sésame, de la sauce au poisson. On s'amuse. Je fais dans un chocolat chaud. Ben, tu fais même juste un genre de martini, lait de coco, chocolat.
shakes ça avec un petit peu de blanc d'œuf cru pour donner une belle mousse, puis tu mets ça, c'est super bon. J'ai fait un margarita au melon d'eau avec ça. Regarde, il y a plein de choses à faire. Faites-moi confiance, c'est fun. On a tellement une belle gamme. Venez nous voir, puis encouragez-nous. C'est pour ça que je veux que Circa soit connu, parce que je travaillais avec Ungava pendant les 6 dernières années, avec Pernod Ricard et tout ça. J'ai eu la chance de voyager partout dans le monde. Mais quand je suis venu au Québec, j'ai fait, je me demande où je veux mettre les pieds. C'est ça que c'est Circa. Puis il y en a des excellents distillerateurs au Québec, là, vraiment. Mais moi, c'est Circa que j'ai sur le cœur parce que ces détails-là, cette passion-là. Ben, c'est une belle rencontre, ça. Un gros merci, Gizmo. C'était vraiment très agréable de départager c'est quoi les différences entre les deux, d'apprendre à le goûter comme il faut avec toi. C'était vraiment cool. Merci. Excellent. Ben, merci à toi. Puis, n'hésite pas de me contacter à nouveau si vous voulez qu'on fasse d'autres affaires. Puis, qui sait, je vais avoir ma petite voiture Circa avec un petit bar mobile si jamais je passe dans ton coin puis tu veux faire un petit événement extérieur puis qu'on a le droit, on le fera. Ça peut être le fun. On accueille les gens puis on se rencontre en personne. C'est ça aussi qu'on fait dans le monde du spiritueux et puis la SAQ aussi, tu sais. Je trouve ça triste des fois qu'on pense beaucoup que les commis de SAQ, c'est des plaçus de bouteilles. C'est pas ça. C'est du monde passionné qui veulent connaître les produits, qui veulent le partager avec vous aussi. Puis, c'est de la convivialité, ultimement. On vend tous ça. Peu importe de notre côté de l'échelon, on vend de la convivialité, le bonheur d'être ensemble, de se faire plaisir, de passer du bon temps. Voilà. Yes. Un gros merci, puis à très bientôt, j'espère. Parfait. Salut, à bientôt, mon cher.